Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Depuis quelques années, la création de contenu est un des moyens les plus puissants pour toucher des milliers, voire des millions de personnes. Et c'est ce que font nos invités du jour avec leurs différents médias. Tout a commencé avec un compte Snapchat pour aujourd'hui atteindre les plus de 500 000 visites mensuelles sur leur plus gros site. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Dorian et Benjamin. Salut les gars, salut Pi, comment est-ce que vous allez? Salut tout le monde. Salut petit, salut Benjamin, salut Marley. Bonjour à tous. Il y a Marley qui a fait une rapide présentation de ce que fait en tout cas les performances de votre site. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un peu plus en détail en quelques mots, peut-être Dorian en premier? Du coup, pour ma part, Dorian, donc j'ai 23 ans, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 19 ans, du coup sur Mister Prépa dans un premier temps. Je suis en dernière année d'études actuellement à AEM Lyon et j'ai fait l'an dernier un parcours d'un an au sein de UC Berkeley aux États-Unis. Trop bien. Et toi Ben, du coup? Donc moi Benjamin, 26, légèrement plus vieux. Je termine mes études à Sciences Po Paris dans un an. Il me reste une dernière année à faire. Et je suis passé aussi par master en management avant Sciences Po du coup de l'EM Lyon. Voilà, avec une petite spécialité sur quelques matières financières et un petit peu strat, mais ça reste un master général en fait en management. Et à Sciences Po, c'est plus axé sur les médias et industrie créative. Tout ce qui est gestion de médias, vraiment le business des médias, quoi. Ok, super intéressant. Vous m'avez parlé rapidement de Mister Prépa que vous avez cofondé, si je dis pas de bêtises. Si on remonte les années en arrière et qu'on repart du lycée, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus votre parcours scolaire et académique finalement? On va peut-être inverser cette fois-ci, Benjamin en premier. Ouais, donc moi, j'ai fait un petit lycée dans la campagne, dans l'Ain, ça s'appelle Trévoux, où c'est mon lycée de secteur. Et j'ai toujours été un élève un peu moyen de base, c'est-à-dire je me contentais toujours de 10, 11 de moyenne, ça m'allait bien depuis toujours. Mes deux parents, du coup, avaient pas fait le lycée ni rien, donc voilà, moi, j'y allais comme ça parce qu'il fallait y aller. Et moi, j'étais juste passionné de foot. Et moi, du coup, ce que je voulais faire, donc au lycée, donc j'intègre un bon club de foot de ma région qui s'appelle le FC Villefranche. Et donc l'idée, bah, c'était du coup de rejoindre leur section sport-études en première. Et donc, voilà, donc je fais ma seconde dans mon lycée de secteur. Je dois faire ma première au lycée à Villefranche en section sport. Le jour de la rentrée, ce qui se passe à Villefranche, c'est que je regarde mon nom sur la liste de la première ES et je vois pas mon nom en fait. Et du coup, grosse galère. Donc ça commence. Et donc je vais voir du coup le CPE du lycée que je connaissais un petit peu. Et je lui demande, et puis il me dit, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inscrit ton nom pendant l'été, trop tard, parce qu'en fait, il y avait des désistements, etc. Et c'est pour ça qu'il m'avait rappelé, parce il prenait sur dossier aussi pour la section sport-études. Et donc, ils m'ont inscrit un petit peu trop tard au niveau du rectorat, et ce qui fait que le jour même, en fait, ils savaient pas si ça allait passer ou pas. Et donc, je vois qu'il n'y a pas mon nom sur la liste. Et donc, je dis, bah concrètement, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que moi, je suis parti de mon lycée de secteur pour rejoindre votre lycée en sport-études. Et donc là, j'étais déscolarisé à ce moment-là, quoi. J'avais pas de lycée. Du coup, je suis retourné dans mon lycée de secteur, bah, quasi le jour même ou le lendemain. Voilà, pour leur expliquer la situation. Finalement, ils m'ont mis en classe de première. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est là que j'ai rencontré une prof, du coup, en ES, ma prof d'économie, qui vraiment a cru en moi, m'a poussé, m'a présenté le monde bah, des prépas, des grandes écoles, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à travailler, à me passionner pour une matière. Et voilà, et puis à avoir des moyennes qui étaient plutôt entre 14,5 et 15. Alors qu'avant, j'étais vraiment à 10, 11 et je m'en contentais, quoi. Et du coup, c'est vraiment le destin et une prof aussi qui m'ont fait connaître ce milieu-là qui au début était tout à fait inconnu. Voilà, puis après, du coup, donc, j'ai enchaîné avec une classe préparatoire ECE au lycée Saint-Just. Voilà, donc du coup, une classe préparatoire en 2 ans. Je me suis ensuite dirigé du coup vers une année à l'université parce que concrètement, les frais de scolarité en école, en fait, c'était de 40 000 € à l'époque, 40 ou Ça 45 a augmenté depuis. Ouais, ça a bien augmenté j'ai depuis. augmenté, 40 ou 45 000, donc j'ai validé une licence. J'ai arrêté les cours 2 ans. Ça grosse galère. Du coup, j'ai arrêté les cours 2 ans pour en fait mettre de l'argent de côté et financer une éventuelle poursuite en master. Parce que en gros, je me suis rendu compte après
après ma licence que quoi qu'il arrive, un master, ça va coûter si tu veux faire un master en grande école. Mmh. Et aussi, j'avais à nouveau le projet de partir aux États-Unis, en fait, donc pour jouer au foot. Donc, tu vois, le foot était jamais bien loin. Donc, en fait, je devais m'inscrire dans une université là-bas pour faire, en fait, ce qu'ils appellent le student athlete. Et en fait, si tu joues au foot, tu as une bourse. Et donc, voilà, donc j'ai obtenu une bourse pour aller jouer au Texas. Et le truc, c'est que j'avais pas une bourse complète. En fait, j'avais une bourse qui était partielle parce qu'il fallait avoir signé pro pour avoir une bourse complète. Et moi, en fait, ils me demandaient encore un truc comme 20 000 dollars, un truc comme ça. Et bah, du coup, j'avais pas les thunes à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que finalement, bah, j'ai préféré faire une deuxième année non pas de césure, mais une année sabbatique, entre guillemets, pour continuer à bosser. Et là, donc, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un service civique, j'ai découvert l'Institut de Mmh. l'engagement. Et ensuite, j'ai pu passer un oral à l'EM Lyon, qui m'a accordé une bourse de 50% de frais de scolarité. Donc là, Le concrètement, mec a ouais. tout fait. Tu tout fait. Voilà. Donc, c'était un parcours du combattant, une grosse galère. Finalement, j'intègre l'EM. Voilà, donc en 2019, donc je rejoins Lorient qui justement l'a intégré aussi en 2019. Mmh. Et ensuite, un an et demi après l'EM, du coup, bah, je pose un dossier à Sciences Po Paris. Et donc voilà, donc, comme j'avais des notes qui étaient pas trop dégueulasses à l'EM, et je pense que j'avais aussi un bon projet pro déjà qui était déjà bien ficelé, du coup, je passe l'oral ensuite, et après, du coup, bah, je finis à Sciences Po, et puis voilà. Et là, je finis Sciences Po bientôt, j'espère. Voilà, c'est un peu long, mais c'était beaucoup de galères, mais aussi un peu d'épanouissement quand même dans ce parcours scolaire. De ouf. Bah, en tout cas, un parcours très original. Je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Et puis là, tu es sur la fin, mais il y en a peut-être qui sont encore au début, qui se disent: «Vas-y, je fais n'importe quoi, j'ai pas été prise là, nanani nanana». Donc en vrai, j'ai envie de dire, ça redonne espoir. Genre, on peut toujours finir par faire un joli parcours, finir dans une grande école, voire dans C'est plusieurs grandes écoles, Mais donc c'est cool. tu peux pas savoir ce qui t'attend en fait. Et puis moi j'avais aussi cette notion de crédit qui pour moi était no way, tu vois. Genre Mmh. je voulais pas, je pouvais pas faire de crédit de 40 ou 50 000 euros pour financer mon école. Et donc voilà, en gros c'était ça aussi qui a dicté mon choix après la prépa. Moi je fais pas de crédit quoi qu'il arrive, donc s'il faut me mettre dans la galère, je me mets dans la galère. Et après on verra quoi. Mais et c'est aussi ça qui m'a poussé à faire autre chose. Et finalement heureusement, tu vois, ça m'a souri par la suite. Mais tu vois, et ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait, des fois, tu fais des choix dans un parcours par rapport à tes valeurs. Tu penses que c'est un mal sur le moment donné, mais en fait, tu récoltes les fruits seulement plus tard. Et tu peux pas savoir au moment donné, ce choix-là, pourquoi est-ce qu'il va payer ou est-ce qu'il va pas payer. Mais tu vois, des fois, voilà, il faut juste être patient. Et moi, ce qui devrait résumer mon parcours scolaire, pardon, serait peut-être le mot patience, quoi, peut-être. Mmh. Ouais, je pense que ça le résume bien. En tout cas, Ouais. bravo. Et du coup, toi, Dorian, peut-être un peu moins d'aventure, que Benjamin? Un peu moins d'aventure, c'est vrai, plus de, je sais pas si je qualifierais ça de chance, d'opportunité, je sais pas, mais du coup donc pareil, moi pour ma part lycée dans la campagne, du coup donc à Carpentras, un petit village, enfin une OK, bah petite oui. ville du coup même à côté de mon petit village natal d'Aubignan dans le Vaucluse, donc dans le 8-4, et du coup donc là-bas c'est un lycée donc public, pareil lycée de secteur, très peu d'étudiants poursuivent on va dire dans des études qui sont en bac plus 5 et très peu même suivent, enfin poursuivent du moins en classe prépa. Moi pareil, c'était une opportunité, une prof qui m'a parlé de la classe prépa, qui m'a dit voilà, bah t'es bon en éco, t'es bon en maths. Et en fait moi j'étais vraiment très hétérogène, c'est-à-dire que j'étais très bon en maths, en éco, en histoire avec des moyennes supérieures à 17, mais j'étais très mauvais dans les autres matières. C'est-à-dire que quand la matière ne m'aimait pas et je ne l'aimais pas, je faisais pas d'efforts pour la travailler. Bon, le sport où j'étais bon mais qui avait pas d'utilité pour la prépa. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même voilà posé des dossiers dans des prépas qui étaient à proximité de chez moi, mais c'était quand même 1 heure et demie à Aix, à Marseille, etc., à Montpellier, donc c'est Mmh. pas à côté. Et j'ai candidaté, voilà, j'ai été pris un petit peu par surprise parce que je pensais pas non plus avoir le profil, on va dire, adéquat. Et derrière, voilà, je me lance dans la prépa. On n'était que 4 sur les 1000 de mon lycée à faire une classe prépa et on n'est que 2 à l'avoir terminée. Donc pour les petites stats, qui est quand même Ah assez ouais. ouf. Et après, du coup, donc voilà, je vais à Aix-en-Provence. Donc déjà, c'était, on va dire, un niveau aussi en termes de standing qui était différent de ceux que j'ai pu connaître. On parlait à ce moment-là des bobos aixois et on parlait aussi de fils d'eux. Il y avait voilà des personnes de renom qui étaient dans ma classe, voilà, qui avaient, on va dire, un bagage familial assez élevé, alors que moi, voilà, j'avais des parents qui n'avaient, enfin, ma mère qui a à peine passé le bac et mon père qui a même pas eu le bac. Donc tout ça pour dire que voilà, je partais d'assez loin et pour moi c'était déjà une réussite.
Et ça, c'est important à souligner, c'est qu'en fait, je n'avais pas de pression. Quand j'ai commencé à faire mes études, mon objectif principal, c'était le bac. J'ai eu le bac, c'était que du bonus qu'il allait avoir après. Donc j'arrive en prépa avec une pression que certains ont, mais que moi je n'ai pas. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et après, bah voilà, comme tout étudiant, je me prends claque sur claque en prépa, j'étais pas du tout prêt, des notes qui dépassent pas les 1, les 2, les 3, c'était très très compliqué, voire même des notes négatives au début en contraction de texte résumé, parce que c'est des épreuves à décompte négatif. Mmh. Donc c'était difficile. Mais après, j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il fallait faire, à saisir les attentes et aussi à bien se connaître. Et ça, je pense que dans ces études et même de manière générale dans la vie, c'est important d'arriver à bien se connaître. Quels sont mes points forts, mes points faibles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer, pour me développer, etc. Et en fait, j'ai réussi à développer une vraie connaissance de moi pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir progresser, évoluer. Et entre guillemets, allié à ça directement la compréhension des exigences du concours le jour J, parce qu'encore une fois, en classe prépa, on prépare un concours, on ne demande pas d'être un expert dans la matière, mais d'être bon le jour J. Et du coup, donc j'ai vraiment préparé le tout dans cette optique-là. Donc ça a duré voilà les 2 années de prépa, et à la fin, mon objectif c'était de viser donc une top 10, et notamment j'avais en target GEM. Je dis GEM parce que ça va avoir une importance majeure dans la suite de notre histoire avec Benjamin. C'est Euh, à la Grenoble, c'est ça, c'est l'école de Grenoble? Exactement, Grenoble École de Management. Donc c'était vraiment mon objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, gros coef en éco, gros coef en maths, donc je voulais m'orienter vers cette école par rapport à ça. Et en fait, bah finalement, je me rends compte au moment des résultats que j'ai surperformé par rapport à ce que je pensais. J'avais des résultats qui étaient vraiment beaucoup mieux, enfin meilleurs largement que ceux que je pouvais prétendre à la base, avec des 20 en maths, 17 en éco. Je me dis waouh, c'est ouf pour une prépa. Des matières où j'étais pas bon, où je m'en sors avec la moyenne voire plus. Et du coup, bah voilà, je touche le top 5. Donc c'était les meilleures écoles que j'avais passées, UM Lyon et DEC, parce que je n'avais pas passé les parisiennes autocensure. Voilà, je me disais que en venant d'un petit patelin de la campagne, c'était pas possible pour moi de prétendre aux grandes parisiennes. Voilà, le destin a fait les choses, et voilà, j'ai quand même fini au top 5. J'ai passé mes euros, j'ai fait le choix de Lyon pour pas monter trop loin de ma famille non plus. Et après voilà, EM Lyon, où en fait dès l'été, avant même de rejoindre l'école avec Benjamin qui avait déjà initié le projet Mister Prépa, je décide de me mettre vraiment, de m'engager pleinement dans ce projet-là. Et je pense qu'on va y revenir tout de suite après. Donc voilà, c'était juste pour le petit teasing. Carrément, carrément, bah revenons-en tout de suite dessus même. Benjamin, tu t'es arrêté un peu à ton parcours scolaire. Tu nous as pas trop raconté les débuts de cette aventure. Et si je dis pas de conneries, c'est toi qui as commencé solo, après Dorian t'a rejoint, c'est C'est J'ai ça? pas ça. fait l'incruste, c'est ça. Ok, et ben Exactement. chaud que tu nous racontes un peu comment t'as commencé solo. Et bah tu sais quoi, raconte-nous un peu jusqu'au moment où Dorian t'a rejoint. Ah bah, moi, j'ai commencé solo pendant environ 1 an et demi. Et en gros, si tu veux, pendant mes 2 années de césure, enfin de césure, c'est plutôt sabbatique parce que j'étais pas scolarisé, mais voilà, année sabbatique. En fait, j'avais beaucoup de travail à l'intérim du coup dans plein de boîtes différentes. C'était par exemple du montage, du démontage de cartons en usine. C'était des colis. Tu vois, en fait aussi, on mettait des colis dans les camions, etc. J'ai travaillé sur une base logistique pour Intermarché où je gérais l'arrivée et le départ des camions. Enfin, plein de trucs de ouf, tu vois, et franchement, j'ai kiffé. Du coup, c'était pas les métiers les plus faciles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis un peu essoufflé. C'est-à-dire qu'en gros, physiquement, bah, déjà, c'est pas facile. Et mentalement, si tu veux, je voyais qu'en fait, les grandes écoles, elles s'éloignaient petit à petit. Tu vois, donc là, j'étais plus en prépa, j'étais plus à la fac, j'étais même plus dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai vraiment senti un manque de la prépa, si tu veux. De mon côté, c'était aussi un peu particulier parce que voilà, j'avais eu quelques galères personnelles, tu sais, donc psychologiquement, c'était dur. Voilà, donc du coup, tout ça, ça a fait qu'en fait, j'avais besoin de créer un petit truc, tu vois, pour renouer du lien avec des gens, voilà, pour renouer un lien avec la prépa aussi qui me manquait beaucoup. Au niveau du contenu, parce que moi, c'était les 2 meilleures années scolaires de ma vie, hein, vraiment, je le dis, c'était incroyable. Les concours, voilà, j'avais jusqu'à schema, les concours, ça a été bien, enfin, c'était bien passé, voilà, j'ai beaucoup aimé, du coup, tout ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais particulièrement bon, moi, donc j'étais pas bon de partout, mais j'étais très bon en philosophie, du coup, culture générale et en économie, en ESH. Et donc du coup, ce que j'avais fait, donc c'est pendant que je travaillais, donc du coup là, c'était en usine. En fait, j'ai lancé un compte sur Snapchat. Bah, le même, je l'ai lancé dans l'usine, je me rappelle, je crois.
Et donc, du coup, je l'avais appelé à l'époque prépa officielle. Ça, c'était fin 2017. Ouais, c'était toute fin 2017 et je l'ai développé pendant tout 2018 ensuite. Et donc, du coup, l'idée, c'était tous les soirs, je faisais en fait une petite vidéo d'environ 1 minute 30. C'était le prime de Snapchat, hein, je pense, vraiment où les gens allaient dessus pour du Snap content. En story, voilà, hello à tous. Aujourd'hui, on va parler de ça en économie. Voilà, et en fait, ou en philo, on va questionner des concepts et tout. En fait, j'adorais faire ça parce que du coup, j'avais mon travail la journée qui me prenait du temps et qui était pas du tout scolaire, qui était juste manuel et très machinal. Et le soir, j'avais mon petit truc un peu où je préparais mes snaps pendant 20 minutes, une demi-heure, et après, du coup, je planchais dessus le soir. Je répondais aussi à des questions, parce qu'il y avait commencé à avoir un petit peu d'audience. Du coup, le compte, il a commencé à se faire connaître dans ma prépa d'origine à Saint-Just. Ensuite, il s'est un petit peu démocratisé dans des prépas à Lyon, et ensuite un petit peu dans toute la France. Et voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'est né en fait Mister. Et donc, du coup, prépa officiel qui est devenu ensuite Mister Prépa au niveau du naming. Et donc voilà, donc j'avais lancé ça. Ensuite, j'ai demandé à 3-4 potes à moi de prépa qui eux étaient en école de rejoindre le truc, voilà, pour gérer un petit peu des matières différentes, pour avoir des points de vue aussi différents, pour que les gens voient une tête différente aussi sur le compte. Et donc je crois que c'était courant 2018. Je me rappelle, je travaillais à la CAF à l'époque. Tu sais, à l'accueil, tu sais, quand les gens ils demandent leurs allocations parce que du coup ils l'ont pas eu, parce qu'il y a eu du retard, etc. C'est moi qui venais voir. J'en prenais plein la tête. Et du coup, c'était à ce moment-là que je me rappelle. Donc, du coup, il y avait Schema, donc, qui m'avait contacté par Benoît Anger, qui est décédé depuis. Et donc, du coup, il m'avait contacté, voilà, en me disant, Hello, j'ai vu ce que tu fais sur Snap. Ça m'intéresse. Il y a un truc à faire ensemble. Donc, tu sais, c'est trop bizarre comme message. Et donc, je lui dis, écoute, vas-y, je suis prêt à discuter. De quoi tu parles, tu vois. Et en fait, c'est lui qui m'a parlé, voilà, de tout ce qui était concrètement, voilà, le business des médias, de l'enseignement supérieur, etc. Les écoles ont besoin de partenaires médias pour communiquer sur elles dans un environnement qui est très concurrentiel. Et voilà, donc en gros, il y avait un concurrent à l'époque qui commençait à grossir, donc c'était Major Prépa. Et en fait, si tu veux, je pense que les écoles étaient dans une position où ils avaient besoin du d'un deuxième média pour contrebalancer, parce que c'est jamais bon d'avoir un monopole, si tu veux, dans un marché. Et donc, du coup, ils m'ont demandé, voilà, donc, Schema me contacte, ensuite Audencia me contacte, et donc je prends contact, et voilà, donc, ensuite Audencia, Franck Dormont, du coup, que j'aime beaucoup, me dit, est-ce que tu as un passeport qui est valide? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu veux venir avec nous en Chine dans 3 semaines? Il y a un voyage de presse qui est organisé avec plein de journalistes pour aller visiter notre campus à Shenzhen. Donc je lui dis ouais, bien sûr. Et après je lui dis que c'est qui paye. Après il me dit c'est moi. Enfin, c'est nous quoi, c'est Audencia. Bénef, hein. De quoi? Bénef, hein, le, Ah, le petit Bénef, voyage comme c'est ça. pour ça. Et vraiment pour moi genre c'était dingue. Tu vois. Et donc du coup je dis pas de souci. Et donc entre temps donc j'avais commencé à faire un site web avec tout début 2019, 1er janvier 2019 je lance le site web. Voilà qui était pas dingue mais qui commençait à avoir plein d'infos sur la prépa etc. Et donc voilà, donc ensuite, courant 2019, c'est l'année des voyages. Donc je pars à Audencia sur leur campus en Chine. Je rencontre tout le gratin des journalistes de l'enseignement sup. Je rencontre les gens de l'école. Ensuite, et pendant le voyage, d'ailleurs, j'entends dire qu'il y a un voyage de presse 1 mois plus tard environ en Californie avec l'INSEC. Donc moi, je me dis, je suis pas invité parce que c'est normal, tu vois, je suis un petit peu novice dans le milieu, personne me connaît vraiment encore. Et donc, bon, quand je reviens du voyage de presse de Chine, qui a duré une petite semaine, je contacte du coup les gens de l'INSEC pour dire voilà, hello, j'ai entendu qu'il y avait un voyage de presse aux États-Unis. Je rentre de Chine avec Audencia, je suis une Mister Prépa, vous avez peut-être commencé à entendre parler un petit peu. Est-ce que c'est possible de venir découvrir votre campus moi aussi? Et donc finalement, ok. Donc du coup, 3 semaines plus tard, on revient. Donc je me renvole en Californie avec l'INSEC. Et donc là, pareil, donc là, je prends contact avec l'INSEC, tous les journalistes, etc. Et ça a commencé comme ça. Et donc du coup j'avais tourné donc 2 vidéos de moi-même, hein, vraiment avec un stab que j'avais acheté et puis un boîtier qui était entrée de gamme. Et j'avais fait donc 2 vidéos pour l'INSEC, alors que tout journaliste il prenait simplement des notes par-ci par-là. Et du coup j'ai fait le montage moi-même pendant des heures et des heures et des heures et tout. C'est là que j'ai appris le montage vidéo. Et ensuite j'aurais proposé la vidéo à la vente. Je leur dis voilà, est-ce que ça vous intéresse cette vidéo? Ils m'ont dit oui, tu me l'envoies quand? Je leur dis viens on discute tarif parce que ça m'a pris énormément de temps, etc. Et donc, du coup, j'ai vendu ces 2 vidéos-là à l'INSEC. Et ensuite, donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et comment ça s'est passé ensuite? C'est que, en bossant avec une école, tu commences à bosser avec ses concurrentes, parce que c'est un domaine qui est très concurrentiel. Du coup, dès que j'ai bossé avec Audencia, comme par hasard, il y a GEM qui me contacte. Une fois que j'ai bossé avec l'INSEC, il y a les écoles concurrentes qui me contactent. Donc, il y avait Schema à l'époque,
Schema directement, j'ai été contacté par Neoma, etc., etc. Du coup, ça a fait une cascade. Et donc voilà, donc du coup, ça s'est lancé comme ça. Et jusqu'à du coup l'été 2019 où Dorian donc passait ses euros à GEM. Donc moi, j'étais à GEM justement pour aller rencontrer la direction, pour aller discuter avec eux, collaboration, etc. Et lui, il passait ses euros pile ce jour-là, sur quand même 3 semaines et demie d'euros, hein. Et pile ce jour-là, il passait ses euros. Et donc moi, du coup, de base, donc je devais voir en fait une pote à lui qu'on avait en commun qui s'appelait Anaïs. Et donc bah, voilà, je vois Anaïs, sa pote, etc. Et je rencontre aussi Dorian. Et puis là, on discute un petit peu de Mister Prépa, du média, de tout ça. Donc je lui raconte tout ce que je viens de te raconter en fait. Et ensuite, du coup, pendant l'été, moi, je recrute une équipe de voilà de créateurs de contenu, de rédacteurs, en gros, qui chacun a sa matière. Des gens en maths, des gens en philo, des gens en éco, des gens en droit, des gens en langue, etc. Et Dorian aussi, donc lui qui gère surtout la partie maths et la partie éco à l'époque. Et en fait, je vois que Dorian, si tu veux, au fur et à mesure des semaines, il se met à faire trop de contenu, tu vois. Il se met à faire beaucoup plus que les autres. Moi, je demandais juste, en fait, une vidéo par semaine. Et puis qu'en gros, si tu as 7 personnes sur le média et tu as une vidéo Snapchat chacun par semaine, bah, du coup, tu as une vidéo par jour d'une tête différente. Et c'était mon objectif. Et du coup, Dorian, je vois, il se met à rédiger plein d'articles de machin. Et donc, moi, je le bloque. Je dis, gros, attends, je dis doucement, parce que je dis là, je sais pas ce que tu comptes faire. Je dis, si tu veux être payé, j'ai peu de thunes encore, ça rentre à peine. Donc voilà, si tu veux avoir un salaire ou je sais pas quoi, qu'on ne dit pas trop, pour l'instant, c'est surtout du bénévolat, quoi. Et après, on va structurer le truc. Et en fait, il me fait comprendre qu'au fur et à mesure, bah, il veut prendre plus d'importance, voilà, il veut vraiment développer la structure et pas seulement développer du contenu. Et voilà, donc du coup, c'est comme ça que l'association se fait, mais c'est vrai que du coup, ça a commencé un peu solo en 2018-2019. Ouais. Ok, très clair. Vas-y, tu voulais enchaîner? Ouais, non, non, c'est ça. Et non, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est ouf, encore une fois, parce qu'on s'est rencontrés, mais de manière purement aléatoire. Moi, je suivais un petit peu Mister Prépa, je suivais un petit peu tous les médias, même les petits acteurs qui pouvaient exister, tous les sites, même les plus éloignés pendant ma prépa pour avoir un maximum de contenu. Donc, j'ai pu un petit peu benchmark, tu vois, un petit peu la concurrence directe, indirecte, même avant de rejoindre Mister. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, voilà, moi, je suivais Mister Prépa. Je pensais qu'en fait, Benjamin, je pensais le connaître via ma cousine, parce que j'avais vu qu'il avait fait des stories dans l'école de ma cousine. En fait, finalement, non, c'était un pur quiproquo. Et pareil, on a rencontré Benjamin avec Anaïs, donc qui était dans ma classe prépa, mais je ne savais même pas qu'Anaïs passait ses euros ce même jour-là. Donc c'est ça qui est ouf, c'est que c'est un concours de circonstances qui est quand même assez dingue. Et après, donc j'avais rejoint, c'est ça, exactement, Mister Prépa. J'ai commencé moi à m'accélérer parce qu'encore une fois, voilà, le message et moi la mission que j'avais, que je m'étais donné, c'était de me dire voilà, j'ai bien réussi ma prépa, j'ai majoré ma prépa, et derrière, alors que rien ne me prédestinait à ça initialement. Et ma mission, c'était vraiment de dire, bah, tout est possible à qui se donne les moyens, et j'ai envie d'avoir un média pour m'exprimer, pour exprimer justement cette chose-là. Et si tu veux, moi, j'avais pas la vibe de créateur. Je me sentais pas de créer une boîte, je me sentais pas de créer un site, etc. Et je voyais que Mister Prépa avait déjà, on va dire, tout créé. Mais entre guillemets, tu vois, c'était juste Ben, il avait posé les graines. J'aurais pas osé poser les graines, en toute honnêteté, mais les graines étaient déjà posées. Je me suis dit, bah justement, tu vois, il y a pas d'arbre, il y a rien encore. Et justement, bah, moi, je suis chaud de bosser à fond pour pouvoir faire en sorte d'avoir des fruits de cet arbre-là. Et initialement, c'est vrai que voilà, je donnais beaucoup de ma personne et je m'investissais beaucoup. Euh, et c'était un moment qui était critique parce que voilà, je venais de rejoindre la grande école, j'avais très peu d'argent, voire pas d'argent, donc je faisais des fois de la plonge à côté, je donnais des cours particuliers à côté, donc j'avais des journées qui étaient bien chargées, mais ce que je préférais faire, c'était préparer du contenu pour Mister Prépa parce que t'avais des retours d'étudiants qui étaient juste dingues. Quand Ouais. tu prenais 4 heures à faire un corrigé de maths et que t'avais juste 3 personnes qui te disaient oh mais c'est génial, ça m'a grave aidé, ça m'a débloqué sur ça, sur ça, sur ça, bah, en fait ça te nourrit, t'as envie de faire encore plus. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et on arrive du coup après à fin 2019, où en fait aussi on fait un constat avec Benjamin, tous les deux, où on se dit, waouh, en fait, en école, c'est ouf les opportunités que t'as. Et en fait, on n'y connaît rien. On connaît un petit peu l'entrepreneuriat et encore, ça reste très flou. Le marketing, la finance, ça nous intéressait, le conseil, la stratégie. Mais en fait, il y a trop de choses. Et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose
il va y avoir dans quelques semaines le Carrière Forum de notre école. Donc en fait, c'est quoi le Carrière Forum? Tu as une centaine d'entreprises qui viennent, qui se présentent à toi. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un maximum d'interviews de managers, de recruteurs à ce moment-là, et que derrière, on essaye de lancer un site pour donner envie à tous les étudiants, informer tous les étudiants. Et aussi pourquoi? Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en grande école, notamment d'un point de vue associatif, d'un point de vue événement, etc. Et on s'est dit, si en fait on met tout ce contenu-là sur Mister Prépa, ça va pas être approprié, pas être ciblé. Donc même à ce moment-là, sans le vouloir, en fait, on a eu l'intelligence de se dire, il faut avoir une audience bien ciblée sur chaque support. Et c'est de là qu'après va venir Planète Grandes Écoles. On a longtemps lutté sur le nom, on a longtemps réfléchi, mais on s'est dit Planète Grandes Écoles. Et c'est du coup une idée qu'on a eue en novembre-décembre 2019, qu'on a officiellement lancée en septembre 2020. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid et je pense que vous allez rebondir sur ça. Ouais, totalement, totalement, totalement. Mais en fait, trop cool votre histoire parce que c'est vraiment un concours de circonstances de ouf. Genre, ça, je me dis, tu serais pas allé à l'école ce jour-là, je pense qu'aujourd'hui, on se parlerait même pas, quoi, C'est tu vois. ça qui est ouf. Ah non, C'est un mais truc de c'est ouf. c'est carrément ça. Non, mais C'est un clairement. truc de ouf, ça va assez vite. Ok, ok. Mais du coup, attends, parce que là, on parle d'association. Donc, 2019, Dorian, tu rejoins Ben, vous bossez ensemble. Dorian, tu fais plus que les autres, de ce que j'ai un peu compris, et tu as envie de faire plus que juste faire des petites vidéos, enfin faire du Ouais, contenu, tu vois. ouais, Tu ouais, as envie en d'aller fait, plus loin. c'est ça, en fait, si tu veux, l'élément qu'il y avait, je pense, qui manquait à Ben à ce moment-là, c'était vraiment la structuration et l'aspect, tu vois, genre coup de boost développement. Je pense que voilà, c'est Ouais, dû à plusieurs éléments. Il était, ben voilà, quand même essoufflé, fatigué de plein de choses. Moi, je sortais, tu vois, tout juste de prépa, j'avais une fraîcheur que lui n'avait pas par rapport, on va dire, à la création de contenu. Il y avait aussi, voilà, pas mal de changements au niveau de l'écosystème prépa que j'avais, du coup, pleinement saisi. Et après, voilà, quand je m'investis dans quelque chose, tu vois, j'ai pas envie de m'investir et de juste faire le minimum. Du coup, très rapidement, en fait, je me suis mis dans la merde financièrement parce que j'ai vite quitté tous les trucs que je pouvais faire à côté pour avoir un peu d'argent. Derrière, enfin, je me confronte à un problème parce que Mista Prépa ne générait pas assez d'argent, tu vois, pour pouvoir payer l'équipe de rédaction, etc. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Voilà, encore une fois, faut pas penser court terme. Moi, je pensais surtout à faire grossir le projet. Et je savais au fond que Benjamin, c'était quand même quelqu'un de réglo et qu'il allait me donner ce qui m'était dû plus tard. Et en fait, la chose qui s'est passée, c'est qu'on a très rapidement discuté association. Parce que voilà, quand tu vois qu'en 4 mois, ton média passe de 50 vues sur le web à 500 parce que t'as un mec qui tryhard et qui est juste un malade, Ben s'est dit, bah en fait c'est peut-être que le mec est carré. Et du coup à ce moment-là, on va devant l'avocat et en fait Benjamin disait, bah voilà, moi j'ai pas de moyen de le payer. Par contre, je peux lui promettre en quelque sorte de le payer plus tard en l'incluant directement dans la société, en lui donnant des parts. Donc c'était quelque chose qui était vraiment flou pour nous. On était hyper novices encore de tout ça. Moi, je pensais que l'avocat voulait m'entuber. Je comprenais rien, tu vois. C'était vraiment bizarre à ce moment-là. Et après, non, finalement, on s'est dit, écoute, on va s'associer, on va lancer d'autres projets, et moi, je vais m'investir aussi dans ces autres projets pour te montrer vraiment que j'ai vraiment envie de m'investir. Et en fait, l'association s'est faite comment? En fait, j'avance un petit peu dans le cheminement et dans l'année. Il y a le Covid qui arrive. Le Covid qui a été, en fait, si tu veux, un élément hyper déclencheur pour nous. C'est-à-dire que Mister Prépa, à ce moment-là, ça a été le moment game changer de la boîte où on est passé vraiment du stade de projet à vraie entreprise, générant du cash, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, tous les gros acteurs de l'écosystème, à l'instar du Figaro étudiant et principalement Studirama l'étudiant, qui organisaient traditionnellement des salons des grandes écoles, etc., mais en fait se sont vus cut. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, plus de présentiel, que du distanciel. Du coup, les budgets des écoles qui devaient être alloués directement à ces acteurs-là, à ces salons-là, finalement sont décalés sur du digital. Et en fait, nous, on était hyper avancés sur ces thématiques-là avec l'autre acteur de l'écosystème Major Prépa. Et en fait, on a réussi à proposer des alternatives hyper innovantes et par exemple des choses toutes bêtes. Et par exemple, les lives sur Instagram, on était parmi les premiers acteurs de l'éducation en France à lancer des lives sur Instagram. On a aussi lancé un concept et c'est ça qui vraiment nous a fait décoller, c'est les e-admisseurs. En fait, c'est quoi? Tout simplement, le jour des épreuves orales, il y a ce qu'on appelle des admisseurs, les étudiants des écoles, et les admissibles, ceux qui viennent passer, donc les candidats qui viennent passer leur euro dans l'école. Et en fait, qui dit pas d'euro, dit pas d'admisseur. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas
lancer justement ce concept des e-admisseurs, qui est une idée en toute humilité qui sort à 100% du chapeau de Ben, et qu'il a brandé, qu'il a travaillé. Et derrière, on s'est dit, on va lancer ça, on va le déposer, et toutes les écoles qui voudront utiliser les e-admisseurs, en fait, devront passer par nous. Et derrière, on a 10 écoles qui signent. Là, on commence à se dire, waouh, il y a un vrai truc à faire. Et à ce moment-là, donc on sort de notre période Covid. On devait faire un stage après cette période Covid, tous les deux dans le milieu du conseil assez corpo, mais on s'est dit voilà, ça va être très compliqué de devoir gérer une structure, une start-up voilà qui est en pleine croissance, et derrière de conjuguer ça avec directement des exigences assez corporate dans le milieu du conseil. Et du coup, on prend une décision qui, je pense, est l'une de nos décisions les plus importantes de notre vie. C'est qu'on s'est dit on laisse tomber le stage. On aura l'opportunité plus tard de faire un stage, mais vivre une expérience comme celle qu'on va potentiellement vivre, et l'histoire nous a donné raison avec 3 ans de recul, c'est que derrière, il fallait qu'on se lance à fond dans ce projet de Mister Prépa, mais qu'on se structure. C'est-à-dire que là, on bossait de nos chambres, etc. C'était plus possible, donc du coup, on prend nos premiers bureaux, une galère sans nom à trouver aussi les premiers bureaux quand t'as pas de budget, que t'es étudiant, enfin c'était très compliqué. Du coup, on arrive à trouver un accord avec un propriétaire pour signer nos premiers bureaux. On signe nos premiers stagiaires, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, je n'étais pas encore associé de la boîte, mais en fait, l'investissement que j'avais auprès de la boîte, ce que je démontrais pour Benjamin, c'était des signaux quand même qui étaient assez importants pour lui. Moi, je me suis engagé du coup en tant que stagiaire dans un premier temps au sein de la structure, et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est voilà, si le stage se passe bien, qu'il y a un petit peu une période de test, voilà, c'est tu vois, on se fiance mais on se marie pas encore, c'est un petit peu ça l'idée. Et ben derrière, finalement, on a vu que ces 6 mois se sont vraiment passés à merveille, que voilà, on était un petit peu yin et yang, et que derrière, on était vraiment complémentaires, qu'on avait une même vision, et même avec du recul, tu vois, ça fait maintenant 4 ans qu'on s'est associés. On a eu peut-être 2 embrouilles, et si on vous dit les 2 embrouilles, c'est vraiment rien du tout, mais c'est-à-dire qu'on a une vision qui est similaire, des valeurs qui sont communes et une vraie complémentarité. Donc ça a fait que derrière on s'est associés fin d'année 2020, début 2021 officiellement, même si on l'était bien avant officieusement. Mmh. Il y a eu beaucoup de confiance entre vous dès le début, même si c'est allé crescendo? Enfin, Ben, tu me diras, il y a un mec, il arrive, il bombarde, il fait plus ce que tu te demandes, il veut rentrer dans l'aventure alors que enfin, il défonce la porte pour rentrer dans l'aventure, j'ai envie de dire limite, et toi, en fait, tu l'ouvres la porte tranquillement, tu lui dis: «Bah, rentre en fait», C'est mais pas trop le cas, vas-y, Ouais, vas-y, mais je te laisse parler. bon, c'était pas si facile, hein, évidemment. C'est-à-dire que pendant des mois, en fait, il a fait sans avoir zéro, en fait. Parce qu'en fait, pour être payé, il fallait un statut auto-entrepreneur. Et au tout début, pour les rédacteurs. Et du coup, c'est pas tous les rédacteurs qui veulent avoir ce statut-là, parce que tu as quand même des contraintes derrière. Il faut que tu te registres au niveau des impôts, il faut payer régulièrement. Si tu as des bourses, en fait, ça peut à terme te faire varier peut-être ta bourse si c'est sur un échelon qui est assez sensible. Donc tu vois, c'est pas tout le monde qui voulait. Et donc Dan, je crois qu'il voulait pas Ah faire ce ouais, statut-là de mémoire. Et donc voilà, du coup, donc pendant des mois, si tu veux, il travaillait sans rien avoir. Donc ça, pour moi, c'était un premier signal. Mais voilà, moi, je savais qu'en fait, au tout début, Mister Prépa, je l'avais lancé avec un pote à moi d'Audencia, qui s'appelle mmh. Karim, et en gros, lui est parti en fait en finance. Et donc du coup, voilà, il a pas pu suivre le projet. Et donc je m'étais retrouvé seul. Et en fait, dès le début, enfin, je savais que si ce projet allait devoir être gros, être un truc assez fat, je pourrais pas le mener tout seul. Donc moi, si tu veux, je l'ai plus vu comme une opportunité à confirmer. Tu vois, c'est pour ça que je me suis bien protégé dès le départ avec mon avocat. Enfin, dès le jour 1, j'ai été suivi d'un avocat, tu vois, un ami que je connais bien, qui a son cabinet depuis 20 ou 30 ans, etc. Et Mmh. donc voilà, je lui dis, en gros, fais rentrer Dorian, mais tu me sécurises, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu le testes, tu lui fais une entrée progressive. S'il atteint ses objectifs, il a des parts. S'il atteint pas, en fait, on fait une rétrocession de parts, etc. Du coup, tu vois, c'était quand même carré. Mais moi, de base, voilà, j'ai chanté quand même de la confiance. Et non, et si tu veux, j'étais pas là pour me prendre la tête, tu vois, en mode, tu sais, je suis pas non plus du genre à chipoter pour 2%, 3%. C'est sur un projet qui, de base, vaut pas non plus énormément sur le papier au tout début, tu vois. En fait, Mmh. à un moment où j'avais déjà 6 ou 7 clientes écoles. Ouais, j'avais déjà 6 ou 7 clientes écoles qui commençaient leur première collab. Du coup, le projet avait déjà d'attraction, avait déjà du chiffre d'affaires. Mais on a passé une vitesse supérieure ensuite quand lui il est arrivé. Du coup, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà, je pense qu'il a sa place dans le projet. À deux, il va me décharger aussi d'une grosse partie du taf. Et voilà, puis je suis très généreux aussi. Du coup, voilà, je l'ai aussi fait rentrer. Et puis voilà, et je connaissais son histoire aussi qui était un peu similaire à la mienne. Et en gros, on s'est mis ensemble un pari. C'est qu'on s'est dit, tu sais quoi, je te fais rentrer.
Et le but du jeu, c'est que tu finisses diplômé, parce que du coup, Dorian, il avait pris un crédit d'environ 50 000. Et en gros, là, tu finis diplômé et t'as 0 € de crédit sur le dos. Le jour où tu signes ton diplôme, t'as plus de crédit, en fait. Tu vois, t'es libre de ces contraintes-là. Et moi, pareil. Donc, moi, j'ai pas eu de crédit, heureusement. Mais voilà, moi, pareil. Moi, c'était un mode objectif. Je finis mes études. J'ai des investissements par-ci par-là et j'ai de l'argent de côté, tu vois. Alors que 90% des gens, peut-être, ont un crédit sur le dos, j'en sais rien. Alors, du coup, c'était aussi ça que moi, je vous disais. Je dis, voilà, accepte les parts que je te propose au début. Parce que, avec ces parts-là, déjà, tu vas pouvoir rembourser tout ton crédit et personne à l'EM aura la chance de faire ça, tu verras. Et donc, du coup, voilà, c'était un petit peu ce qu'on s'était mis d'accord ensemble. C'est ouf. C'est ouf et un autre truc que je trouve fou, c'est, enfin moi j'ai pas mal d'amis qui sont aussi, en école, donc Audencia, ESSEC, je sais plus où encore, Schema et en fait, le stage c'est un truc de ouf, tu vois? Surtout le premier stage parce que c'est ta première expé et que tu dois essayer d'avoir un joli stage parce que derrière si tu veux faire un stage à l'étranger et cetera, ça compte pour beaucoup. Vous avez dit: «Bah non en fait on va pas faire de stage et on va bosser sur notre start-up». Et aussi, ouais, non, c'est ça. Et en fait, si je pourrais ajouter quelque chose, en fait, c'est aussi parce que donc il y a eu ce décollage vraiment, c'est-à-dire que pendant l'année Covid, enfin pendant les mois Covid même en fait, on faisait entre 5 à 6 000 visites par jour. Là où initialement, pour rappel, en septembre on était à peine à 50, en décembre on était à 500, donc c'était vraiment une croissance qui était plus qu'exponentielle. Et on s'est dit en fait il y a un vrai besoin des étudiants. Donc en fait, au-delà d'aller faire un stage, tu vois, pour être, j'ai envie de dire, juste un pion sur un échiquier global, tu vois, et que finalement nos décisions allaient être peu importantes peut-être, tu vois. L'échiquier, c'est pas le meilleur exemple, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, Mmh. d'être un maillon à une chaîne infinie. L'idée là, c'était d'être acteur vraiment de ce qu'on allait faire et de pouvoir vraiment avoir un impact significatif sur ce qu'on va faire pour les étudiants. Et deuxièmement, on avait déjà en fait cette idée 5 mois auparavant. Donc là, je parle en étant en mai, mais 5 mois auparavant, on avait déjà cette idée de lancer Planète Grandes Écoles qu'on n'avait pas encore pu lancer à cause justement de cette période Covid et qu'il fallait qu'on travaille pour le lancer à la rentrée prochaine, donc en septembre 2020. Donc c'est un média qui est assez récent, mais qu'on avait déjà eu l'idée. Et en fait de ça aussi, ce qui s'est passé pendant cet été-là, c'est qu'on avait justement généré beaucoup de chiffres d'affaires. On n'était pas du tout habitué à avoir autant d'argent sur le compte, et il fallait qu'on arrive à bien le gérer, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pas être égoïste, mais on pensait vraiment long terme. Et on s'est dit, en fait, plutôt que de tout prendre dans notre poche et finir sur ça, non, l'histoire peut être vraiment belle. On peut vraiment créer un vrai groupe, créer de belles choses. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé très récemment d'ailleurs une maquette que j'avais faite en 2020 où je disais il faudrait qu'on ait des plateformes tech, il faudrait qu'on ait une plateforme comme ça, il faudrait qu'on ait une boîte comme ci, etc. Et là, on est presque sur le schéma parfait de ce qu'on avait anticipé 3 ans auparavant dans notre vision. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir en fait investir pour l'égalité des chances, créer un groupe qui est solide. Et c'était vraiment l'ambition qu'on avait. Et après, voilà, force d'opportunité, de travail, les choses sont créées, et notamment le lancement de Planète Grandes Écoles, qui est actuellement le média leader, on va dire, dans le segment de marché enseignement supérieur grande école. Donc il y a un aboutissement et qui pourtant n'a même pas 3 ans à l'heure où je vous parle. Ok, ok, ok. Putain, super intéressant tout ça. Mais attendez, parce qu'il faut que je récapitule un peu de tout pour resituer la timeline. En gros, 2019, vous vous rencontrez. C'est ça, Concours de circonstances, vous vous rencontrez. Dorian, tu charbonnes à mort. c'est ça. Et arrive la question de, enfin, du côté de Ben, je peux pas le rémunérer, qu'est-ce que je fais, tu vois. Du coup, de ce que je comprends, c'est que l'année 2020 elle s'est écoulée, il n'y avait pas d'association officielle. 2019. Vous vous êtes rencontrés en 2019, non? Oui, non, non, on s'est rencontrés en 2019 et c'était fin 2019. Justement, l'histoire, c'est que fin 2019, c'est écoulé. En gros, on s'est rencontrés milieu 2019 et Ok. c'est fin 2019, du coup, pour revenir. Pour l'association, du coup, c'était fin 2019? Non, Ok, j'avais pas compris. non. Alors, en gros, non, je resitue du coup. En gros, du coup, on s'est rencontrés en juin 2019. Moi, Ouais, j'ai commencé à charbonner dès juillet 2019. ouais. On a eu, du coup, ils voyaient que j'ai charbonné comme un ouf. À partir de octobre ou novembre, on a commencé à se poser la question. À partir de janvier 2020, on a eu le rendez-vous avec l'avocat. Et l'idée de Planète Grandes Écoles aussi, accessoirement, c'était aussi l'objet de notre rencontre avec l'avocat. Il y a eu le Covid et après, on s'est mis à full-time stage après le Covid, lancement de Planète Grandes Écoles en 2020, fin septembre 2020. Ok, mais l'association, elle s'est officialisée quand? Elle s'est officialisée, ah oui, fin 2020.
Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. ok. OK. Oui, OK, pardon. OK. Oui, oui, non, mais du coup, c'est pour Ouais, ça. il y a eu un an, environ Ça. entre les deux. Désolé, du coup, je Ouais. te laisse reprendre. Vas-y, Marley. Non, t'inquiète, t'inquiète. OK, OK, du coup, association, il y a le Covid qui arrive et là, il s'est passé énormément de choses. Vos projets, ils ont explosé. Et du coup, après cette association-là, c'est là où vous disiez que il y a ce côté euh, groupe, en fait, qui commence vraiment à arriver. Et ma question, c'est, bah, du coup, entre 2021 et maintenant, il y a quoi dans ce groupe, en fait? Vous avez monté quoi? C'est quoi les projets que vous avez lancés? Enfin, racontez-moi un peu ce qui s'est passé là, d'un point de vue groupe, en fait, d'un point de vue projet. Bah, en Ah, fait, parce que du coup, il y avait Planet Grande École et Mister Prépa à l'époque, c'est ça Ça, déjà. ouais. Il y avait les c'est deux. ça. Ok. Du coup, c'était les deux plus connus. Et en fait, ce qui se passe, mine de rien, c'est qu'en gros, on est dans un domaine où on côtoie énormément d'étudiants, de diplômés. Parce qu'en fait, Mister Prépa, on a environ 60 rédacteurs voilà, qui sont du coup en freelance, etc. Plein de grandes écoles, pareil, on a peut-être 30-40 rédacteurs de grandes écoles. Et en fait, tout ça, ça fait un réseau qui, tous les ans, s'agrandit, se renouvelle, etc. On est aussi, du coup, en collab avec une bonne trentaine d'écoles. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est que du coup, on est connu, enfin, surtout le nom du projet et tout ça, c'est connu dans l'écosystème. Et en fait, donc, parmi tous ces étudiants qu'on connaît de près ou de loin, en fait, il y en a qui vont lancer des projets, qui vont lancer des choses, et en école, qui vont, eux aussi, veulent développer des boîtes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, souvent, ils ont besoin peut-être de 5 ou 6 000 euros à l'amorçage. Et très souvent, en fait, ils nous contactent en mode hello les gars, machin. Enfin voilà, on se connaît déjà parce on est venu potes depuis sur Mister Prépa et le reste. J'ai tel projet, t'en penses quoi? Est-ce que t'es chaud aussi pour t'investir dedans? Et donc du coup, nous, très rapidement, il y a beaucoup de projets qui nous sont soumis comme ça. Je pense en particulier à Dediz, par exemple, qui est une plateforme de messages vidéo inspirants de célébrités pour leur audience, pour les entreprises, etc., qui a été montée par un pote de l'EDEC et dans lesquels on a repris beaucoup de parts. Il y a plein de projets comme ça qu'on nous soumet. Et donc, du coup, donc, il y a premièrement donc, des projets qu'on nous soumet de cette manière-là. Il y a aussi, deuxièmement, des projets ou des plateformes où c'est des potes à nous qui, par exemple, ont eu des projets, ils en veulent plus, ou ils ont plus le temps de les développer, du coup, ils nous les proposent. C'est le cas, par exemple, de Prépa Plus et de Trainee. Donc là, c'est deux plateformes EdTech où, en fait, donc la première, c'est pour préparer tout le monde en maths, en prépa HEC, avec tout le programme qui est fait de manière EdTech avec un double écran interactif, etc. Donc ça, pareil, c'était un truc qui était payant. Nous, on l'a racheté et on l'a rendu gratuit pour tous. Bah là, Trainee, après ma plus, par exemple, c'est un peu plus de 5000 inscrits. Trainee, c'est la plateforme de préparation en finance et en conseil, audit financier aussi, qui est 100% gratuite. Donc du coup, il y a un mec de Goldman Sachs et un mec d'Accuracy à l'époque qui ont fait tous les cours vidéo. Ils faisaient payer ça environ 500 euros l'année, un maximum, et encore, c'était pas cher, je trouve, par rapport au contenu et la concurrence. Donc là, pareil, nous, on a racheté la plateforme à 100%, et on a rendu ça gratuit. Et bah là, Trainee, on arrive à 3000 inscrits d'étudiants de grandes écoles. Et du coup, donc tu vois, c'est soit des projets qu'on co-développe avec des étudiants qui sont en école, soit c'est des gens voilà qui veulent voguer à d'autres occupations, qui nous revendent leurs choses, nous on rachète, et du coup on consolide ça. Et du coup aujourd'hui, bon, en fait on a 11 projets ensemble, on a 11 projets dans le groupe. On est soit actionnaire majoritaire, donc on est full time dessus, donc on met nos équipes dessus aussi en parallèle de Mister Prépa à plein de grandes écoles, soit on est minoritaire à 15-20% par exemple, et puis là bon, on est juste un petit peu dans le board, on va donner un coup de main. Là on est en train de lancer un cabinet d'études, tu verras, qui est en collaboration avec des potes d'HEC et de l'ESSEC. Et donc là, on est plus en mode board, on va aider pour mettre des étudiants dans le système, etc., et des écoles, mais on n'est pas sur de l'opérationnel tous les jours, tu vois. Donc ça dépend un petit peu des projets. Mais voilà, on a aussi du coup une prise de participation chez Mama Papille, qui est en gros une boîte dans la food, où en fait, ils vont faire cuisiner des mamas euh, à Lyon, en région lyonnaise, pour des entreprises qui organisent des buffets. Et là, en gros, du coup, c'est tu fais intervenir des gens qui sont éloignés de l'emploi, des Syriennes, des Pakistanaises, des Marocaines, des Indiennes, etc., qui n'ont pas forcément de travail parce qu'ils ont dû éduquer leurs enfants, du coup, ils étaient mères au foyer, elles parlent peut-être pas très bien la langue parfois, mais elles ont une manière de cuisiner, mamma mia, tu vois. Elle te régale tout le monde. Et donc, du coup, bah, nous, on les fait produire de la nourriture, produire des repas pour 30, 40, 50, 100 personnes. On les rémunère pour ça, on fait payer les entreprises. Et ce qui est fort, c'est que du coup, derrière, on a plein de grandes écoles. Du coup, mettons demain une boîte, je sais pas, mettons Deloitte par exemple, qui va bosser avec ma papille. Et ben en fait, elle va être valorisée parce que du coup, elle fait appel à un traiteur engagé. Et Mmh. nous, sur plein de grandes écoles, on va reprendre ce contenu-là
pour valoriser la boîte en termes de qualité de vie au travail. Regardez Deloitte, ils sont aussi investis pour ça, ils font ci, ils font ça, etc. Tu vois. Et donc, du coup, ils ont à la fois la visibilité de ma papy et surtout derrière la visibilité de plein de grandes écoles en termes de marque employeur. Et Mmh. voilà. Et c'est là-dessus que, en fait, si tu veux, plein de grandes écoles, ça nous permet de faire plein de projets parce que dès qu'on a une composante audience, étudiants, grandes écoles, entreprises, etc., en fait, c'est tout à fait jouable. C'est fort. Ouais, je dis Deloitte comme ça aurait pu être n'importe qui, mais voilà, c'était vraiment ça. Donc, du coup, ouais, donc là, actuellement, donc, il y a 11 projets hein, que je pourrais t'envoyer. Il y a aussi Concours AST. Objectif AST, c'est le nouveau média, du coup, pour les étudiants en admission parallèle, pour intégrer les grandes écoles. Donc là, pareil, donc là, c'est, ah oui, c'est aussi ça, ouais. Des fois, parfois, les écoles nous demandent de développer de nouvelles structures. Par exemple, Objectif AST, il y a environ 1 an et demi, plein d'écoles qui nous disent, voilà, bah écoute, on est partenaire sur Mister Prépa depuis maintenant 4 ans, on voit que ça marche bien, on est satisfait. Pour les AST, bah, en fait, il n'y a pas tant que ça. Il y a un acteur qui s'appelait Monsieur École de Commerce, voilà, qui commençait à faire son trou. On a eu des retours assez bons, parfois mitigés, tu vois. Et du coup, les écoles nous demandent en fait, pareil, encore une fois, de venir briser le monopole. Bah, du coup, pas de souci. Donc, du coup, les écoles nous demandent ça. On sait, avant même de lancer le projet, qu'il y a des clients. Et donc, boum, bah, on y va, tu vois. Donc là, on a lancé Objectif AST. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi, encore une fois, logique de plateforme, on a lancé concours-ast.fr, la plateforme AST+. Et donc là, encore une fois, c'est pareil. Tu veux te préparer au Taj-Maj, tu as tous les cours de Taj-Maj et de TOEIC à venir, du coup, là aussi, TOEIC, 100% gratuit, donc des heures et des heures et des heures de contenu vidéo, 100% gratuit. Donc allez plus vous ruiner à payer 2, 3, 4 000 euros des préparations onéreuses. Préparez-vous déjà avec ce que nous, on a fait. Et ensuite, s'il y a besoin de prendre une préparation en plus, allez voir ailleurs si besoin. Mais tu vois, et vraiment, et toujours dans une logique d'égalité des chances. Et donc, du coup, nous, on fonctionne toujours en mode un média, une plateforme, un média, une plateforme, un média, une plateforme. Et en fait, les plateformes, ça nous sert aussi tout simplement en fait, à générer énormément de leads ultra qualifiés, les plus qualifiés du marché. On sait te dire l'étudiant d'où il vient, dans quel établissement il est, quelle catégorie d'école il veut viser, en quelle année il est, sa région, etc. Numéro de téléphone, mail, c'est tout RGPD friendly. Et ensuite, on partage ça avec des boîtes, avec des écoles qui veulent en gros communiquer sur leur marque école ou leur marque employeur, tu vois. Du coup, voilà, et c'est un petit peu l'écosystème qu'on a essayé de développer et qu'on est en train de structurer sur une nouvelle entité. Ok, Voilà. incroyable. Mais là, en fait, tu m'as dit tellement de choses que je suis en train de me dire, wow, il doit y avoir énormément de taf. C'est un truc de ouf. Genre, c'est quoi vos rôles aujourd'hui chacun? Comment vous répartissez un peu le travail? Est-ce qu'il y en a qui s'occupent je sais pas, Dorian, tu prends des médias, Ben, t'en prends d'autres? Ou est-ce que c'est vraiment vous êtes au-dessus de tout ensemble? Comment est-ce que vous gérez un Bah, peu tout ça? ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a une équipe aussi de 10 ou 11 salariés qui aussi aident hein, dans le projet, évidemment. Donc voilà, du coup, Doran, je te laisse préciser, mais voilà, on n'est pas que nous deux, quoi. Là, on est vraiment une Oui. bonne dizaine à charbonner à plein temps, quoi. Non, en fait, c'est ça. Si tu veux, très globalement, t'as le groupe qui va être communiqué officiellement en septembre prochain pour le petit disclaimer. Donc, on a le groupe qui est, on va dire, au cœur de tout. Tu as les boîtes, on va dire, principales, les boîtes, on va dire, initiales, à l'instar de Mister Prépa, Planète Grandes Écoles, Trainee et Prépa Plus. C'est nos 4 premières structures, donc celles, on va dire, que le groupe détient intégralement. Ensuite, au sein de notre groupe, on a composé du coup une équipe de 12 personnes qui collaborent avec nous aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on a fait, si tu veux, c'est qu'on a mis des boss sur chacune des nouvelles structures qu'on a pu développer. Donc, par exemple, sur le couple média plateforme Objectif AST et Concours AST, on a Thomas et Jules qui sont les boss de ce média-là. Et pour écolecommerce.com, du coup, qui est la dernière structure qu'on a rachetée, on a Elise qui est directement à la tête de cette structure. On a ensuite Starting Blockchain, où ici les boss c'est Mélissa et Alexandre. On a le cabinet d'études où on a ici Thiem, Isma et Chris qui sont à la tête de ce projet-là. Des 10, on a Pierre, Valentin, donc finalement, même à papier, on a Abdel Samad. Donc finalement, sur toutes nos structures, on a quelqu'un qui est directement à la tête de la structure, qui a Ça. des équipes qui sont présentes aussi au sein de cette structure-là. Mais si, dans le deal qu'on a eu avec les personnes, nous, l'idée, c'est d'avoir justement cette logique de groupe et de mettre le groupe à profit pour le développement de cette entreprise-là, alors on a les personnes de nos équipes qui vont directement bosser pour la structure en question. Donc pour résumer, on a un groupe avec nos boîtes principales, nos structures principales historiques, et ensuite une pluralité de structures qui gravitent autour du groupe,
avec chacun à la fois, avec à chaque fois un co-founder, un boss qui est à la tête de ce projet-là, et directement notre groupe qui peut, si besoin, directement travailler, collaborer pour développer des structures. Et donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a à chaque fois une logique de groupe et de médias et de ciblage. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir fait un gros média, par exemple Planète Grandes Écoles, un média qui englobe toutes les possibilités, à savoir les concours, les admissions, directement l'actualité des écoles, des entreprises, etc. On a privilégié la stratégie de division, je dirais, de ciblage. Et derrière, on a la possibilité plutôt d'offrir à nos clients un ciblage que aucun acteur ne peut assurer. Par exemple, si demain on le fait sur un gros acteur mainstream, un article, je sais pas, par exemple sur le Figaro, sur l'étudiant, les Échos-Art, etc., on n'a pas l'assurance d'avoir un ciblage directement de l'audience qu'on vise. Par contre, on va être mainstream et ça c'est cool. Mais si demain tu as une logique de conversion, etc., bah, il faut aller taper dans des médias qui ont certes une audience au global moins importante, mais qui est beaucoup plus engagée, et qui est beaucoup plus ciblée. Et c'est vraiment le pari qu'on a fait, c'est-à-dire que si demain tu veux communiquer, t'es une école, tu veux communiquer sur les classes prépa, tu viens sur Mister Prépa. Tu veux communiquer sur les admissions parallèles, tu viens directement sur Objectif AST. Tu veux communiquer sur ton institution au global, tu viens sur Planète Grandes Écoles. Tu veux communiquer sur un autre programme, un master spécialisé, un bachelor, un exec, un MBA, tu viens sur École Commerce. Donc nous, on a cette promesse à chaque fois d'avoir une audience qui est ciblée directement par rapport aux besoins des clients qui sont présents. Donc, et l'avantage de tout ça, derrière, et l'avantage de la logique de groupe, c'est qu'on a la possibilité de répartir les coûts, et par exemple, sur une pluralité d'abonnements qu'on peut avoir, en fait, tu peux complètement diviser, splitter les coûts. Par exemple, des outils qu'on peut utiliser comme Hotsuite, Sendinblue qui est devenu Brevo, etc. En fait, tu peux complètement cut les coûts. Pourquoi ? Parce qu'avec cette logique de groupe, bah, tu segmentes tes audiences comme tu peux le faire en fait classiquement. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que derrière, tu as un amortissement qui est top, tu as une équipe qui standardise certains process, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Et donc, pour en venir à la question de la répartition du travail de manière globale, pour introduire, je laisserai la parole à Benjamin après. Moi, pour ma part, donc du coup, mon poste officiel, c'est directeur général, donc je m'occupe de la stratégie globale du groupe, du développement du groupe, de la gestion des équipes, donc m'assurer de la coordination, on va dire, entre toutes les entités dans lesquelles on est et entre toutes les équipes pour à chaque fois, voilà, que tout soit carré, tout soit en place, etc. Et voilà, ça demande beaucoup de travail, environ 6 à 7 jours par semaine. Mais encore une fois, on est jeune, on fait quelque chose qui est passionnant. Et à chaque fois, tout le monde me dit, oh, mais tu taffes trop, t'as trop de boulot. Non, c'est pas du boulot, c'est génial ce que je fais. Au contraire, quand les fois, pour vous dire, où je travaille pas, en fait, je m'ennuie, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Donc ça peut paraître lunaire pour certains, mais en fait, moi, personnellement, je vois pas le travail, en tout cas, le travail que j'ai n'est pas une tâche, mais c'est tellement quelque chose qui est enrichissant, c'est un peu un jeu, en fait, où voilà, on a plusieurs éléments à faire dans notre to-do, et en fait, je dois jouer à différents jeux, Mister Prépa, Starting Blockchain, etc. Et en fait, c'est ça qui est vraiment passionnant. Et aussi, on touche à différents secteurs. Donc, en fait, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on a diversifié notre structure avec certes l'éducation, on va dire, en point principal, mais aussi avec des éléments toujours dans une logique d'impact qui englobe le projet qui gravite autour. Donc voilà, mes missions, en définitif, sont sur tous les médias, sur toutes les structures, plutôt dans une logique de coordination, de développement et de stratégie. Et Benjamin, je te laisse dire un petit peu ce que tu fais en tant que président. Bah, le président, c'est connu, il fait pas grand-chose, hein. Non, bah, moi, c'est surtout, bah, tout, ça va être beaucoup de relations clients. Moi, j'ai beaucoup aussi sur Planning Grandes Écoles. En gros, chez Planning Grandes Écoles, on bosse avec beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des boîtes qui veulent faire de la marque employeur. Et en fait, voilà, elles me disent que, je sais pas, mettons, bah, je prends un exemple, EY, par exemple, un de nos clients, qui me dit, voilà, concrètement, je veux recruter des étudiants des grandes écoles, et en particulier du top 5 ou machin, ou je sais pas. Tu peux me proposer quoi pour être plus visible que mes concurrentes? Et ben là, on leur fait des plans à l'année sur comment valoriser EY, comment valoriser KPMG, Deloitte, comment valoriser BPI France, etc., etc. Et du coup, c'est principalement moi qui gère cet aspect-là, parce que aussi, bah, comme je me rapproche de la trentaine, je pense que le milieu des prépas, etc., je m'y éloigne pas mal en termes de temps, et que voilà, je pense que je suis plus proche maintenant du milieu des entreprises également.
Et donc voilà, donc je vais vraiment gérer la partie relation client de plein de grandes écoles, déploiement des plans de communication pour elles, relation client aussi Mister Prépa, mais je délègue aussi de plus en plus à Dorian. Ou en gros, concrètement, voilà, on a une bonne vingtaine de partenaires sur Mister Prépa, bah, il faut les garder, hein, tous les ans, il faut leur montrer qu'on est bon et qu'on sait renouveler nos produits. Et je vais aussi gérer surtout la partie administrative. Voilà, tout ce qui est, tout ce qui prend beaucoup de temps, c'est du travail de l'ombre, mais tout ce qui est comptabilité, gestion avec les avocats, approbation des comptes, enfin tout, gestion de paie, voilà tout ce qui est. On n'a pas encore de chargé de RH, hein, des gens qui traitent tout ça, donc du coup c'est moi qui m'y colle pour le moment. Donc voilà, tout ce qui est vraiment gestion de la boîte en termes de ressources humaines, de paiement, de juridique, etc. C'est aussi moi qui est dessus. Voilà. Et Ok. c'est déjà pas mal. Ça prend beaucoup d'énergie déjà. C'est déjà pas mal, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, je vous écoute parler, je me dis, ok, genre, en fait, officiellement, vous êtes encore étudiant, mais sur vos épaules reposent des salariés, reposent beaucoup d'étudiants qui ont besoin d'aide, etc. Et c'est ouf, en fait. Franchement, c'est incroyable, les gars, ce que vous avez construit. Il y a peu de personnes, je pense, qui seraient capables de faire ce genre de choses et d'assumer ces responsabilités-là. Tout à l'heure, on en parlait, et tu disais, ouais, le premier stage, c'est super important. Déjà, il y a très peu de personnes qui auraient dit ciao à leur premier stage. Vous l'avez fait, et aujourd'hui, je pense que vous en êtes fiers, et je l'espère, parce que franchement, c'est incroyable ce que vous avez fait. Mais je pense que ça peut faire flipper certaines personnes aussi. Et du coup, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi pour vous, en rapide, un avantage et un inconvénient à entreprendre quand on est étudiant, du coup, en sachant que vous avez des vies. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je vous entends parler, je vous considère même plus comme étudiant, franchement. Donc, Bah, tant c'est mieux. quoi pour vous un avantage et un inconvénient à entreprendre quand on est étudiant? Et je sais pas, vas-y Ben, tu peux commencer. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Je dirais peut-être l'avantage principal selon moi. D'un côté, ce serait peut-être, peut-être l'avantage d'entreprendre pendant que t'es étudiant. Pour moi, c'est le fait d'avoir quand même, je trouve, une sécurité, paradoxalement. Où en fait, je sais que quand je vais être diplômé, j'ai pas besoin de chercher un taf, j'ai pas besoin de plaire à des recruteurs, j'ai pas besoin de faire de la lèche inutile, etc. Parce que j'ai déjà une structure qui tourne et je me verse un salaire, etc. Donc voilà, je peux en vivre. Et je sais aussi que si demain ma structure, pour X raison, elle marche plus, je pourrais intégrer une boîte très facilement. Mais après, c'est propre à nous, parce que nous, on collabore avec toutes les directions RH des entreprises. Donc forcément, si demain, mettons, ma boîte marche plus, je sais qu'il y a plein de boîtes vers qui je pourrais me diriger, parce que je connais déjà tout leur département RH et qui savent ce qu'on fait. Donc on va dire, le principal avantage pour moi, c'est peut-être voilà la tranquillité d'esprit par rapport au fait que quand je vais être diplômé, ça va rouler en fait. Il n'y aura pas de recherche, de stress par rapport à mon insertion professionnelle. Du coup, je dirais peut-être une insertion professionnelle euh, tranquille. Voilà, par exemple, pour l'avantage. L'innocence même je dirais en fait, c'est-à-dire que en fait quand t'es étudiant tu peux te tromper et en fait t'as aussi cette sécurité de dire bah, en fait je suis étudiant, j'apprends, tu vois, et est-ce que tu ne pourras pas faire plus tard, par exemple si tu veux entreprendre mais que t'as déjà on va dire beaucoup de bagages, etc., que t'es dans voilà, t'as des enfants, etc., pour entreprendre, t'as beaucoup de risques. Quand t'es étudiant, bah, certes il y a l'aspect financier et c'est un vrai sujet, mais si tu arrives à bien te débrouiller, à te rapprocher par exemple de l'incubateur de ton école ou quoi que ce soit, il y a la possibilité de faire des belles choses, en tout cas au moins de développer un projet. Et encore une fois, il faut pas minimiser les projets. Tout projet peut aboutir à des belles choses. À la fois, enfin là, on parle encore une fois d'un compte Snapchat qui actuellement est un groupe à 11 boîtes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, de tout mini projet peut naître de très très belles choses. Donc voilà pour la petite parenthèse de mon côté. Non pas forcément 11 boîtes, mais en tout cas 11 marques, parce que Oui, enfin, c'est pas parce qu'il y a une marque qu'on va en faire une boîte, et ça on peut en parler, parce que une marque c'est pas forcément une boîte. Il y a une boîte, il y a des contraintes comptables, etc., juridiques qu'on a voulu éviter. Mais du coup, pour l'inconvénient, je dirais peut-être l'infantilisation que tu peux avoir dans les écoles en tant qu'étudiant. C'est qu'en fait, enfin, c'est un petit peu, d'un côté, t'es chef d'entreprise, du coup, t'es le big boss et c'est de toi que tout le monde attend des choses, etc., et t'as des responsabilités énormes. En gros, t'as plein de parties prenantes, t'as des partenaires, t'as des clients, peut-être des investisseurs, t'as des salariés, voilà, t'as des associés, t'as plein de monde, et toi, t'es à la tête de ça.
Et de l'autre côté, t'es étudiant qui doit rendre des devoirs, qui doit rendre des DM, qui doit surtout ne pas rater plus de 2 cours, sinon tu dévalides la matière. Et donc du coup, moi personnellement, je me suis souvent senti infantilisé dans mes cours, où en fait, on veut m'apprendre des choses. La majeure partie du temps, c'est hyper intéressant, mais il y a des fois, de un, c'est un peu bateau, et surtout de deux, en fait, on te considère pas forcément comme un vrai professionnel à plein temps. Et je pense que les écoles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire encore là-dessus. Tu vois, ce qui est paradoxal, c'est qu'avec Dorian, donc parfois, on va se manger des pressions parce qu'on est étudiant et qu'on n'a pas d'emploi du temps aménagé, on n'a pas fait un parcours entrepreneur en école, on a plutôt fait un parcours un peu corpo. Et bah, des fois, on va se prendre des pressions, on va nous traiter comme des gamins, entre guillemets, alors qu'en plus, les clients aussi, enfin, ça, c'est encore autre débat, mais c'est paradoxal. Mais dans un même temps, par exemple, Dorian et moi, là, dans 4 jours, on va venir donner un cours à l'EMU en tant que professeur, tu vois. Et du coup, il y a un peu une ambivalence où tu es un peu entrepreneur qui gère des trucs assez solides. Et d'un autre côté, oublie pas que tu es encore un tout petit étudiant, en fait, qui a encore besoin d'apprendre des choses, etc. Et ça, pour moi, ça a été le plus dur, je pense. C'est le fait de devoir voilà, négocier, discuter, trouver des arrangements. Parce que nous, on est dans un projet où, en fait, on doit beaucoup bouger, on doit beaucoup rencontrer des clients, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événementiels. Les écoles, c'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup de, voilà, vous connaissez, hein, la sapeur des admissibles. Donc là, on doit être dans plein de campus à la fois. Les entreprises, c'est pareil. Et c'est pas un projet qui est 100% online, en fait, tu vois. Et voilà. Et c'est pas un petit projet étudiant, en fait, que tu fais. C'est pas un site que tu as développé. Là, c'est vraiment un groupe. C'est un truc assez dur à gérer. Et donc, voilà, je dirais que l'inconvénient, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, tu passes aussi à côté de ta vie étudiante. Un petit regret pour moi, c'est qu'en fait, par exemple, à l'Union ou même à Sciences Po, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de matières. Quand tu prends le temps de les approfondir, en fait, c'est hyper intéressant, tu vois. En gros, en grande école, tu as des cours qui sont basiques, qui sont assez simples. En fait, tu peux juste survoler et avoir 10 sur 20, tu valides ta matière. Mais c'est pas ça le but d'une grande école, c'est vraiment d'aller chercher, bah, tu sais, les petites notes en bas de page, à la fin des polycopiés, d'aller creuser ces notes de bas de page, d'aller interviewer des gens en plus, d'aller vraiment creuser la matière. Et pour celui qui n'a que ça dans sa vie, en vrai, il peut kiffer parce que tu as énormément de matière à creuser et intellectuellement, tu peux t'épanouir de fou. Mais le problème, c'est que quand tu as une boîte à côté, t'as pas le temps de faire ça. Du coup, en gros, tu peux subir ta scolarité et en gros, juste, voilà, tu survoles les matières, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Par exemple, faire Sciences Po et me dire que je vais même pas essayer d'être major de promo parce que je sais que c'est impossible. C'est un peu dommage, par exemple. Donc voilà, on va dire avantage, c'est ça, donc c'est liberté professionnelle. Et inconvénient, bah, c'est le fait d'être quand même limité dans tes études et par ton statut étudiant, quoi. Pour ma part. Ok, très clair, très très clair. Et toi, Dorian, un avantage, un inconvénient? Non, bah avantage, je dirais, c'est justement, c'est un peu cet aspect innocence, mais après l'avantage aussi, c'est que, bah, en fait, surtout quand tu as un projet qui est directement lié aux étudiants, en fait, c'est que tu connais parfaitement les attentes de l'audience. Et en fait, c'est ça, nous, qui nous a distingué rapidement d'autres acteurs du marché, c'est qu'en fait, nous, on est encore étudiants, on sait exactement comment ça fonctionne, par exemple, des systèmes de logique de groupes de promo, etc., pour faire du growth hacking, enfin, beaucoup de choses hyper intéressantes. Et en fait, du coup, ça nous a permis d'avoir une vraie proposition de valeur et une vraie valeur ajoutée pour nos clients, que ce soit entreprise ou école, parce qu'on sait parler aux étudiants, parce qu'on le vit et on l'a été en prépa très, très récemment et en école actuellement. Donc c'est cet aspect vraiment finalement connaissance du marché, etc. Et aussi pourquoi? Parce que derrière, quand tu es étudiant, moi ce que je m'amusais à faire, que ce soit à UM Lyon ou à Berkeley, en fait c'est d'appliquer les cours que j'ai directement à ma boîte. Et en fait, moi comment je fonctionnais? En fait, tous les cours que j'ai, je les mets directement en application à ma boîte. Donc par exemple, voilà, là j'ai une étude ethnographique à faire, bah, je la fais directement sur ma structure, la posture que j'ai en tant que dirigeant. Si par exemple j'ai un cours de levée de fonds, bah, je vais faire une simulation de levée de fonds, parce qu'on n'a pas actuellement levé, c'est aussi un souhait de notre part de ne pas lever. Donc j'ai fait quand même une simulation de levée de fonds directement sur un projet, etc., etc. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que directement on applique les cours qu'on peut avoir, ce qui peut être intéressant directement à nos entreprises, et c'est du concret. Et ça, c'est vraiment génial. Je sais ce qu'il me faut, je sais ce qu'il me faut pas. L'inconvénient, je dirais, du coup, deux éléments. Premier élément, c'est que tout dépend de l'ampleur de son projet, mais nous, voilà, notre projet, c'est vrai qu'il a eu tellement d'ampleur et tellement de place dans notre vie que derrière, on a dû, entre guillemets, bah, faire une croix sur notre vie étudiante dans tous les sens, que ce soit vie académique, mais aussi vie étudiante au sens, voilà, asso, soirée, etc. Mais après, nous, on était plus des profils corpo, j'ai envie de dire, et charbon que teuf. Voilà, on est plus taf que teuf, c'est un peu ça l'idée.
Et, J'aime bien la phrase. et après, du coup, aussi, je dirais syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai plus connu que Benjamin, je pense, à ce niveau-là, mais c'est vrai que quand, à 19 ans, j'avais des calls avec des écoles, derrière, t'as un peu cette logique de, voilà, t'es infantilisé, tu connais très peu le marché, où ça m'est arrivé, même 2 ans après, du coup, à 21 ans, d'avoir des appels avec les écoles, et en fait, quand les directions changent, etc., ce qui était marrant, c'est que certaines personnes ne savaient pas l'âge que j'avais, ils me disaient, ah, je pense que tu as 27 ans, 28 ans, etc. Non, j'ai 21 ans, je suis à peine en master 1, etc. Donc c'était assez marrant. Mais du coup, je dirais non, parfois le syndrome de l'imposteur où en fait, des fois, tu as des rencontres, tu as des calls avec des grands directeurs, etc. Tu sais pas quelle posture adopter. Ça peut être parfois très flippant. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, l'entrepreneuriat te permet d'avoir un bagage assez solide, d'avoir des épaules quand même beaucoup plus larges pour affronter un petit peu des boss un petit peu plus importants à chaque fois. Et c'est ça qui est hyper important. Mais je pense que de manière globale, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est toujours avoir la tête froide. Et c'est ça, je pense, qui a fait le succès de notre projet. C'est-à-dire que même si voilà, on peut parler chiffres et dire que voilà, on génère pas mal de CA, qu'on a une grosse audience, etc., etc. C'est bien, mais encore une fois, faut rester humble et on fait ça pour une cause qui est noble, pour aider les étudiants. Et en fait, on répond à un vrai besoin sur toutes les structures qu'on a. Et c'est ça, je pense, qui est important, c'est toujours avoir une vraie mission dans ce qu'on fait, avoir une vraie passion. Et ça, c'est ce qui est génial quand on est étudiant, c'est qu'on est jeune et on a plein d'émotions, plein de choses et on a tout à apprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat, quand on est étudiant, c'est vraiment le nom du podcast. Entrepreneuriat étudiant, c'est une richesse, c'est une joie, c'est une passion, parce qu'en fait, c'est là où on se développe et on apprend plein de choses. Bah, tu me fais la passe D, j'aime bien. Pour Carrément. toi, justement, c'est quoi un étudiant entrepreneur, Dorian? Alors, je distingue l'étudiant entrepreneur de l'étudiant entreprenant. Pour moi, beaucoup et quasiment tous les étudiants peuvent être entreprenants. C'est-à-dire, on va faire des choses, on va être proactif et voilà, on va se donner les moyens, on va s'ouvrir des portes. L'étudiant entrepreneur, c'est celui qui va peut-être aller plus loin qu'uniquement un simple projet et qui vraiment veut solutionner, on va dire, un problème qui est plus gros et qui vraiment se met full time dessus. Je dirais plus, on va dire, dans le qualificatif de cette manière-là. Et aussi, entrepreneur, c'est celui qui va pas uniquement se contenter voilà d'un projet en étant loin, mais qui va vraiment mettre la main dans le cambouis et qui va voilà être dans les galères qu'on peut avoir de plein de choses différentes. Comme par exemple voilà quand on est entrepreneur, c'est la réalité du terrain. On va devoir gérer de la fiscalité, on va devoir gérer de la compta, de l'administratif, du droit, donc des choses qui sont parfois peut-être un peu moins sexy. Donc j'ai délégué à Ben, hein, très honnêtement, de mon côté. Mais du coup, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et en fait, c'est être entrepreneur étudiant, c'est justement avoir une casquette qui est globale, être capable d'être pas expert sur tout, mais d'être bon partout. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, dans notre cas, par exemple, on doit être bon sur la vidéo, on doit être bon sur les réseaux, on doit être bon sur la communication, sur les relations écoles, etc. Donc en fait, avec Ben, on a des skills où on est bon partout, et après on a chacun développé nos expertises sur, on va dire, nos terres plus fertiles pour chacun. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut être bon partout, avoir une vision globale 360 et vraiment ne pas avoir peur de charbonner. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup charbonner parce que je vois très peu, en fait, j'ai jamais vu même d'entrepreneur qui ne charbonne pas, qui claque des doigts et où tout arrive. Donc un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse déterre, qui répond à un besoin, qui a une vue globale et surtout qui voilà, n'a pas peur de travailler. OK. Et pour toi, Ben, ce serait quoi? Moi, de manière rapide, hein, c'est vraiment un étudiant entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de ses études. Dorian l'a un petit peu dit, mais pour moi, c'est trop dommage que tu sois à la fac ou que tu sois en école ou peu importe, en fait, de faire que tes études. Et donc voilà, ça peut être quelqu'un qui va être à fond dans une asso, ça peut être quelqu'un qui va être à fond dans un travail étudiant, peut-être aussi pour payer ses frais de vie, hein, tout simplement. Mmh. Quelqu'un qui va être à fond dans un projet quel qu'il soit. Mais pour moi, en fait, tu peux pas que être étudiant, en fait. Enfin, pour moi, bon, à la fac, peut-être un peu plus, parce que peut-être que les cours sont un peu plus denses, etc. Mais en grande école, voilà, t'as peut-être, je sais pas, 20 heures de cours par semaine. Genre, enfin, tu fais quoi le reste du temps, quoi? Donc, c'est pour ça que pour moi, un étudiant entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui a compris que les cours vont pas tout lui amener, que sa carrière, c'est pas que des cours, c'est aussi du réseau humain, des relations, c'est aussi une manière dont il va être perçu par son écosystème.
Par exemple, je pense que Dorian et moi, à l'EM, et à Sciences Po, on a peut-être cette image de mec juste qui charbonne, en fait, tu vois. Tu vois, on va pas être les mecs les plus comment dire, hype. Voilà. On va pas être les plus hype de la promo. On n'a pas été président de BDE, voilà, tout ça. Mais je sais que si des gens, demain, ils ont un projet, bah, en fait, ils se tournent vers nous. Parce que c'est l'image aussi qu'on a renvoyé malgré nous. Par exemple, nous, à l'UM Lyon, j'ai un truc tout bête. Il y a le bâtiment A, qui est le bâtiment des cours et de la teuf, avec le rooftop, etc. Et en gros, tu as le bâtiment tout en bas du campus, qui est en gros l'incubateur, etc. L'endroit où tu as aussi des espaces de taf. Et bah, nous, on ponçait les espaces de taf, en fait. Donc, on était bien plus en bas du campus qu'en haut, par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que bah, tous les gens du campus nous connaissent, en tout cas moi à titre personnel, tous les gens du campus connaissent Mister Prépa, Planning Grandes Écoles, etc. Des fois, je suis en cours et je vois des gens qui sont sur les sites et ça me fait triper. Mais les gens, ils savent pas que c'est moi, en fait. Parce que voilà, je connais pas énormément de monde non plus. Mais les gens qu'on connaît, en fait, ils nous connaissent juste de nom et ils savent qu'en fait, on est juste des charbonneurs. Donc voilà, c'est aussi, si tu veux, un étudiant qui en parallèle va faire un projet, tu vois. Et je dis ça, mais tu peux aussi être président du BDE ou président de la JE ou je sais pas quoi, ou même juste membre. Et en fait, être tellement investi que derrière, tu auras des opportunités de ouf qui vont en découler. Nous, c'est l'entrepreneuriat, notre truc. Mais à d'autres gens, ça va être autre chose. Donc voilà, c'est juste un message à faire passer aux étudiants peut-être, c'est ne vous contentez pas juste des cours que vous allez apprendre, profitez de ces années d'études pour faire bien d'autres trucs en parallèle qui vont peut-être même plus vous servir que vos cours en particulier. Faut être proactif. Ouais, c'est ça pour moi, là. Un étudiant entrepreneur, c'est un étudiant qui est proactif, en fait, selon ma propre conception des trucs. OK, bah, c'est super intéressant d'avoir votre définition du moins. Et Ben, si tu devais donner un conseil à un étudiant là qui est en train de nous écouter, mais voilà, il hésite un peu à se lancer, quel conseil tu lui donnerais? Ah, ça dépend vachement de sa situation, de son projet, etc. Là, comme ça, à chaud, je dirais, bah, si vraiment le projet te démange et te hante, que tu y penses tout le temps, etc. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, hein, c'est quand tu arrives à ce stade-là qu'en fait, il faut le lancer, quoi. Il faut le lancer et de voir, mais si tu es étudiant, pour nous, comme on disait, c'est qu'il n'y a pas de meilleur, il y a pas de meilleur moment pour être entrepreneur que pendant tes études. Ouais, tu as logiquement peu de contraintes, tu as du temps, tu pas forcément encore marié ou tu pas de famille ou de contraintes familiales sur les épaules. Tu as surtout un réseau de profs, un réseau d'étudiants, un réseau de diplômés à disposition. Enfin, c'est meilleur. Donc voilà, en gros, juste, en fait, lance-toi. Si ça marche, ce sera ton projet post-diplomation. Si ça marche pas, bah, tu intégreras une boîte comme le font tout le monde et un truc qui t'intéresse pas trop mal et tu verras. Ouais, moi, c'est juste le conseil que je donnerais. Si vraiment le projet te tient à cœur et pas juste pour faire de la thune. Et ça aussi, Mm. c'est un point. C'est si juste ton but est de faire de l'argent sur le court terme, franchement, fais pas ça, hein. Enfin, honnêtement, pars plutôt dans des trucs un peu en finance, etc., où tu vas travailler autant et tu gagneras plus. Mais moi, j'estime qu'entrepreneuriat, tu vas commencer à bien toucher peut-être au bout d'un an et demi ou deux, si ton modèle il est bien ficelé, et tu peux toucher très gros quand vraiment tu structures, tu valorises et que tu revends, ou voilà. Mais c'est pas l'argent qui doit dicter ça. En tout cas, nous, ça a jamais été ça. Et ça a été plus une conséquence, quoi. Et pour nous, d'ailleurs, l'argent, c'est un moyen. C'est juste un moyen de faire ce qu'on a à faire, quoi. C'est un moyen de payer les gens, c'est un moyen d'acheter du matos, c'est un moyen bah, de financer ses frais de vie, tu vois. Mais tu ne verras jamais dans des bails d'entrepreneurs comme sur LinkedIn où tu vois des fois des gens afficher leurs thunes, etc. Tu vois, c'est pas notre délire. Je pense que c'est pas ça qu'il faut rechercher quand tu montes une boîte. OK. OK, OK, je vois. Et toi, Dorian, ce serait quoi ce conseil que tu donnerais à un étudiant? Non, mais comme je vous l'ai dit, on a une vision qui est similaire et je rejoins sur tous les points qu'il a évoqués. Faut pas entreprendre pour l'argent et c'est vrai que quand tu vois des entrepreneurs à succès, voilà, qui ont fait le million, machin et tout, même avant d'être étudiant, enfin même enfin pendant leur année étudiante, etc. Ouais, c'est cool, mais derrière non, il faut encore une fois rester terre à terre et se dire que justement si le rapport coût-avantage et qu'il y a pas trop de risques à se lancer, ben on se lance. C'est sûr que si on a un projet qui nécessite beaucoup de tech, beaucoup d'investissement de base et qu'on n'a pas les ressources nécessaires, oui, ben moi très honnêtement, je dirais à l'étudiant non, ne te lance pas, t'as peut-être un crédit sur le dos, non, save toi par rapport à ça, ou alors vois un projet qui peut-être est moins ambitieux sur du court terme. Mais vraiment l'idée, c'est de se dire si tu peux te lancer, lance-toi. Et nous, en tout cas, on le dit aux étudiants qui nous entourent, qui nous écoutent, c'est vraiment, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, nous,
peut être là, on peut essayer de vous mettre en relation avec les bonnes personnes ou autres, mais vraiment, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des étudiants qui ont envie de se lancer, mais qui n'ont pas les moyens de se lancer, que ce soit des moyens financiers, mais des écoles essaient justement de trouver des solutions pour pallier à ça, que ce soit des moyens humains, parce que voilà, je n'ai pas avec moi une personne qui justement bosse dans la tech, je trouve pas d'ingé, etc. Donc l'idée vraiment, c'est d'être proactif, d'essayer de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir se lancer, de pas se lancer pour une logique financière et de surtout voilà arbitrer le risque et le rapport coût-avantage, mais garder en tête que toute chose entreprise, toute action entrepreneuriale sera valorisée plus tard dans votre poursuite d'études, dans l'employabilité plus tard, ça sera boosté forcément. Une étudiant ou un étudiante qui a, un étudiant ou une étudiante qui a fait des choses, qui s'est bougé le cul, voilà, concrètement par rapport à d'autres étudiants, sera forcément valorisé. Et nous, on adore ces profils-là, voilà, qui ne se contentent pas uniquement de ça, qui vont pas faire uniquement appel à papa ou maman pour derrière être pistonnés à droite ou à gauche, mais qui vont vraiment, voilà, défoncer les portes, casser les serrures et qui vont, voilà, passer ou alors passer par en dessous de la Par la porte, fenêtre. voilà, pour essayer de faire quelque chose. Mais, OK. d'ailleurs, les frais de scolarité, je trouve, hein, c'est l'ennemi numéro un en fait des entrepreneurs. Hein. Parce que ce qu'on avait, nous, c'est que quand déjà tu as 50 000 euros de crédit sur le dos parce que tu as des frais de scolarité, et ben en fait, tu vas pas lancer ta boîte. Pourquoi? Moi, j'ai tellement de potes qui veulent lancer leur boîte, mais qui me disent je peux pas parce que justement, j'ai mes frais de scolarité à payer. Parce que quand tu prends le schéma, t'as ça, en gros, actuellement, le chiffre c'est 50. Tu as 50 000 euros de crédit à rembourser. Tu vas pas lancer une boîte alors tu as ça sur le dos. Donc, du coup, tu vas commencer à travailler, en gros, à 25 ans. De 25 à 30, 31 ans, tu vas rembourser en moyenne 700 euros par mois de crédit étudiant. Et donc, tu pourras seulement à 30 ans ou 31 ans, enfin être libéré de ta contrainte financière du crédit. Et ça touche des milliers de gens. Vraiment, c'est ultra, ultra démocratisé. Est-ce que tu penses qu'en ayant 30 ou 31 ans, en ayant déjà eu l'habitude d'être salarié pendant 5 ou 6 ans avec un petit confort, etc., parce que pour rembourser 700 euros par mois, il faut que tu aies un poste déjà en conseil ou en finance. Un truc assez fat. Donc, du Mmh. coup, tu es un peu dans le confort. Et tu bosses. Donc, du coup, est-ce que tu penses qu'à 30 ou 31 ans, après 5 années dans le salariat, et peut-être une femme, un mariage, des enfants, une maison, est-ce que tu penses que tu vas tout remettre en question pour lancer ton projet? Et ben franchement, c'est hyper minime. C'est pour ça que nous, on dit qu'aussi, la thématique des frais de scolarité, c'est le frein numéro un à l'entrepreneuriat étudiant en France. Et je l'ai balancé. Ça y est, je l'ai dit. Voilà. Voilà. Et je l'ai dit parce que vraiment, moi, si j'avais pas eu cette bourse qui m'a permis d'alléger mes frais de scolarité, j'aurais pas lancé ma boîte. Mais inversement, ma boîte m'a financé mes autres frais de scolarité qui me restaient à payer, tu vois. Donc c'est Mmh. qui double. Mais c'est pour ça, voilà, qu'il faudra trouver une solution à terme pour ces frais de scolarité. Non, mais c'est une remarque super intéressante qui soulève un tout autre sujet, hein, d'égalité des chances, que je déteste cette formulation, mais bref, parce que ça n'existait pas, mais Mhm. c'est super intéressant, on pourra en faire tout un autre épisode en tout cas. Là, on arrive presque à la fin de l'épisode, il nous reste juste une question, elle est toute simple. Est-ce on peut vous retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Ouais, directement, l'ensemble de nos médias sont disponibles sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Nous également, Benjamin Autain, Dorian Zeroudi, directement, vous pouvez nous ajouter, on est hyper accessible sur les différentes plateformes, voilà, pareil, LinkedIn, Messenger, WhatsApp ou Instagram principalement. Et notre groupe du coup qui va être annoncé en septembre 2023, grosse annonce qu'on prépare depuis un an et demi même maintenant, donc qui va centraliser toutes les activités qu'on fait, toutes les participations qu'on a, et voilà où on pourra retrouver directement aussi nos contacts directs. Trop bien. Parfait, nickel, super bien résumé. Je suis Merci content. beaucoup Marion en tout cas, merci Ipti pour l'invitation, c'était un échange super agréable et bravo en tout cas aussi voilà pour tout ce que vous faites, on le dit peut-être pas assez mais justement vous êtes un levier pour la démocratisation de l'entrepreneuriat étudiant, c'était un plaisir d'avoir participé au podcast, un honneur même je dirais et vraiment merci et bravo pour ce que vous faites. Et merci à vous les gars, vous restez trop cool. Et ce que vous faites aussi, lâchez rien. Franchement, vous aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et il faut des gens comme vous en vrai. Ouais, avec plaisir en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie.
Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.